J'avais envie de regarder ce bâtiment comme un livre ouvert. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le lieu même, sa structure, comment il s'est complexifié au fil des siècles, chaque trace qui s'est déposée sur sa peau, si je peux l'appeler comme ça, sur ses murs, tout ça, ça nous raconte quelque chose de très profond sur la justice. Et pour moi, il ne s'agissait pas du tout de faire un film sur la justice française. C'était bien au-delà, de toucher quelque chose de bien plus profond de ce que c'est que la justice. Et il me semblait que ce lieu le porte en lui. Et il va donc disparaître. Et donc c'est au moment où Nicolas Sarkozy a annoncé le déménagement du tribunal, c'était en 2009, que je me suis dit, bon, il faut y retourner. Moi, j'avais quitté déjà la chronique judiciaire depuis quelques années. J'étais en train de faire mon premier film, celui qui a précédé, qui s'appelle Les Lessiveuses, qui a bien circulé aussi. Et je me suis dit, dès que j'ai terminé ce film, je retourne au palais avec une petite caméra. J'ai fait l'image, j'ai fait le son sur place moi-même. Et voilà, j'avais l'envie de me glisser partout, de me faufiler un peu comme une souris dans tous ces espaces et tous ces recoins que je n'avais pas pu finalement bien regarder quand j'étais chroniqueuse. Puisque quand j'étais chroniqueuse judiciaire, je rentrais toujours par la même porte, je prenais le même couloir, je tournais au fond à gauche et j'allais dans la même salle d'audience, presque toujours, la cour d'assises ou alors une des salles du tribunal correctionnel. Mais au fond, tout ce qu'il y avait autour, ces 24 kilomètres de couloirs qui s'enchevêtrent dans ce lieu fantastique, dans tous les sens du terme, et j'avais pas le temps d'y aller. Donc là, tout d'un coup, je me suis dit, je me donne ce temps-là. Et dans l'idée de le partager avec vous. Justement, vous avez dit avant le film que vous êtes autodidacte. Là, vous dites que c'est vous qui avez fait l'image, le son, c'est vous qui avez écrit le texte aussi. Donc, un mot sur la démarche de ce projet. C'est vous qui le portez et à un moment donné, je suppose, il y a le montage qui intervient, qui est un moment important. Je filme comme je regarde. Donc, j'ai appris sur le tas. C'est le matériel d'aujourd'hui qui permet ça. Il y a 15 ou 20 ans, j'aurais sans doute pas pu faire un film comme ça. J'aime beaucoup ce mode d'expression. Je pense que c'est mon langage, l'image, le son. Le son m'importe énormément et j'écoute beaucoup. En fait, ce qui a été mon école de cinéma, puisque je dis que je suis autodidacte, en fait, c'est la cour d'assises, justement. C'est ce lieu. C'est-à-dire que j'ai passé donc 12 ans à faire ce premier métier où j'étais assise toute la journée dans une salle d'audience, où j'ai assisté au procès. J'ai suivi des très grands procès, le procès de Maurice Papon pour crime contre l'humanité à Bordeaux. J'ai suivi le procès de Marc Dutroux dans les Ardennes en Belgique. J'ai suivi le procès du sang contaminé. J'ai suivi des grands procès comme ça au long cours où j'étais en immersion totale. Et assise tout au long de la journée, j'avais le temps de regarder, d'observer, d'écouter, de voir ces trajectoires très courtes dans la salle d'audience, d'un point à un autre, des tout petits gestes, entendre ces voix et me laisser surprendre aussi par ces récits qui sont juste de l'ordre de l'invraisemblable. Chaque procès dépasse l'imagination humaine. Et c'est ça qui a été mon école de cinéma. Et c'est ça qu'à un moment donné, je me suis dit, voilà, je quitte cet endroit pour transformer ce qui m'a moi-même transformée en film. C'est tout le sens de ma démarche. Et donc vous avez tourné, je pense, sur une durée relativement importante. Et le rapport du texte à l'image, à un moment donné, est-ce que vous avez écrit le texte en même temps que vous filmiez ou ça s'est ajouté après coup? J'écris tout le temps. Je tiens une sorte de journal, en fait, tout au long à partir du moment où me vient l'idée jusqu'au jour où j'enregistre ma voix. Le texte, il se transforme, c'est une matière vivante jusqu'au bout. À un moment, il faut bien la fixer, évidemment, mais on l'a fait tout à la fin. Et effectivement, j'ai tourné pendant toute cette durée-là, comme aussi on tient un journal filmé en quelque sorte,
j'ai commencé le tournage, je crois que c'était en 2011. Et avant même d'avoir les autorisations, j'ai mis 4 ans pour avoir les autorisations, parce que c'est une forteresse, hein, on ne filme pas comme ça. C'est resté très compliqué jusqu'au bout. Et justement, j'ai filmé, j'étais à la fin du montage que je filmais encore, parce qu'il y avait 2 endroits pour lesquels j'ai eu vraiment, vraiment du mal à obtenir le droit d'aller avec ma caméra. Et c'est intéressant parce que c'est les 2 extrêmes. La cour de cassation, c'est-à-dire la salle avec les ors, la très belle salle, tout en dorure qu'on voit assez au début du film, donc qui est la Cour suprême française, et j'allais dire les bas-fonds, les souterrains, là où on voit les détenus arriver et traîner comme en laisse. Et ben voilà, ça a été les 2 extrêmes que j'ai mis le plus de temps à pouvoir, dans lesquels pouvoir me glisser, me faufiler, toujours sur le fil des autorisations qui m'étaient données, mais il faut savoir jouer. J'ai joué. Voilà. Wie hat sich Ihr Verhältnis zum Recht in diesen 10 Jahren, in denen Sie Gerichtsschreiberin waren, verändert und was hat der Film auch noch dazu beigetragen? Alors, en matière justement de droit, je suis aussi autodidacte parce que mon chef de service cherchait un jeune journaliste, entre guillemets, quelqu'un, non pas qui soit un spécialiste du droit, mais quelqu'un qui sache raconter des histoires. Puisque je travaillais pour un média très grand public, hein, c'était la chaîne française TF1, pour le journal de 20 heures, donc un média très très populaire où on s'adresse vraiment à toutes les couches de la population. Et ça me concerne et ça m'intéresse. Et donc il s'agissait d'abord de savoir traduire et raconter une histoire à partir de l'audience du jour. Donc j'ai pas fait d'études de droit non plus. Donc voilà, j'ai ni fait des études de cinéma ni du droit. Voilà, je me faufile là encore. Et c'est vrai que oui, mon regard il s'est transformé. Il se transforme encore. Il y a l'ambivalence, elle est dans le film. C'est-à-dire qu'à la fois j'ai découvert les procès très naïvement. J'étais très jeune. Moi, j'étais tout imbibée, tout imprégnée du cinéma, justement, notamment des films de Hitchcock. Je croyais qu'un procès, c'était comme un film de Hitchcock, c'est-à-dire avec des répliques extrêmement bien écrites et bien dites, des retournements de situation. Un procès, c'est pas ça, c'est tout le contraire. C'est un grand flou. C'est des moments, des temps morts, des zones creuses, des paroles qui sont jamais dites ni simplement ni nettement. On attend toujours le moment où l'accusé va reconnaître ce qu'il a commis, comment il va le dire, etc. Il le dit jamais, c'est jamais clair. L'acoustique des salles d'audience, elle est totalement déplorable, en tout cas en France. On n'entend rien, donc on est très très stressé. Mes carnets de chroniqueuse en rendent compte. On voit bien que j'écris à toute vitesse, c'est mal écrit, il faut faire très très vite. Donc moi j'ai été plongée dans plus des sensations que l'intellectualisme de la justice. Et retourner sur mes pas dans ce film, c'était redécouvrir aussi la justice et la voir autrement. Parce qu'au bout des 10 ans de métier de chroniqueuse, j'étais très révoltée en fait, très en colère de tout ce que j'avais pu voir. Ce qui frappe toujours, c'est en général plus l'injustice que la justice elle-même. Donc c'est vrai que j'ai collectionné un nombre d'histoires voilà, qui m'ont beaucoup remué. Je rencontre d'une dans le film. J'ai découvert autre chose en retournant sur mes pas. J'ai découvert ce monde de fonctionnaires aussi, où chacun de sa place se donne beaucoup de mal pour que tant bien que mal la machine continue. J'ai découvert voilà, un service public, je dirais, qui a aussi sa beauté. S'il n'y avait pas la justice, qu'est-ce qu'on ferait ? C'est beaucoup plus ambivalent. Donc c'est pas un film à charge, c'est pas un film à décharge. Voilà, j'ai voulu rendre compte d'abord au moins ce que j'ai retenu du droit, c'est la complexité. Das, was mich so berührt an dem Film, die Komplexität. Also, da habe ich dann gemerkt mit der Zeit, die sind ja alle verloren. Alle. Und gefangen sind auch alle da drin. Also das bringen sie sehr schön raus, dass eigentlich alle im gleichen Boot sitzen. Und das Boot steht auf römischen Mauern. Also ich finde es genial. Also ich danke Ihnen für diesen Film. Alors, effectivement, le palais, c'était ce palais
était la première demeure des rois de France avant le Louvre, donc avant Versailles. C'est de l'époque de Saint-Louis, qui au retour des croisades d'ailleurs a fait construire la Sainte-Chapelle qu'on voit dans le film et qui est un des monuments historiques les plus visités au monde. Donc le palais au départ, il a plus de 2000 ans, c'était au début une forteresse militaire. Il a gardé d'ailleurs ce côté forteresse, on voit le mur romain dans le film. Et puis il a grandi au fur et à mesure des besoins aussi de la justice. Et aujourd'hui, c'est comme une sorte de bricolage géant. On a rafistolé, on a rajouté des salles, on a créé des couloirs nouveaux. En vérité, c'est pas un bâtiment, c'est 9 bâtiments reliés entre eux. Et c'est devenu une sorte de monstre. Et aujourd'hui, en France, on ne veut plus de cette image-là. Parce qu'évidemment, ça donne une image de la justice problématique, qui est peut-être juste. Enfin, il y a une vérité, je trouve, qui sort du lieu. C'est ça que j'ai essayé de capter, toujours en essayant de travailler sur l'association d'idées entre le lieu et la justice, ce que ça nous dit de la justice, le plus subtilement possible, mais en tout cas en essayant de tisser ce fil-là. Et c'est sûr qu'il y a une volonté politique générale en France, qu'on soit de droite, comme c'était Nicolas Sarkozy qui a décidé de ce déménagement, comme à gauche, où c'était la mairie de Paris qui a donné aussi son accord. Il y a une volonté de ne plus montrer ça, et de ne plus laisser cette image-là circuler aujourd'hui. Donc on est en train donc de finir, d'achever un nouveau palais de justice à Paris, qui ouvrira ses portes, et vous allez en entendre parler dans les médias dans les prochains mois. Il ouvre ses portes en avril prochain. Il n'est plus au centre de la ville, mais tout à fait en périphérie, ce qui en dit long aussi sur une certaine volonté politique. Et il est tout blanc. Voilà. C'est une architecture du grand architecte italien Renzo Piano. Donc c'est un bâtiment qui est très intéressant aussi en termes artistiques. Mais il a cette blancheur qui m'impressionne. C'est comme une page blanche. Et je pense que c'était ça la volonté politique. Comme si on allait pouvoir recommencer à zéro. Parce que vous voyez bien, comme ce vieux palais, il est plein de fantômes. Toute l'histoire de la France, elle est dans ces lieux. Ça commence à faire lourd. Donc il y a cette volonté, voilà, comme effacer tout et recommencer. C'est une illusion évidemment, mais enfin on veut, en gros, en France, on ne veut plus voir ça. Sie haben diesen Richter gezeigt, der hat gesagt, das ist laizistisch, was ich da mache, ich bin nicht Gott. Und sie haben sehr viele religiöse Symbole gezeigt, die da vorhanden sind. Und was gilt jetzt da? Oder ist das die Geschichte, wie ist es heute? Und noch eine kleine Anhängerfrage, was passiert mit diesem Palast nachher? Moi j'ai été frappée en effet en sillonnant ce palais de tout ce qui a trait à Dieu en fait dedans. J'en ai découvert bien plus que ce que j'en attendais, et notamment donc la présence de ces religieuses qui en vérité ont déjà quitté le palais d'un seul coup. J'ai dû les filmer très vite à un moment donné, c'était en 2013, parce que cette communauté qui était là depuis le 19e siècle est partie quasiment d'un coup, parce qu'aujourd'hui c'est juste plus possible en fait. Vous savez, les tensions autour de la religion qui travaillent nos sociétés aujourd'hui, et on ne veut plus d'un lieu aussi chargé religieusement que ça. Alors de ma part, il y avait un peu de malice de dire à ce président de cour d'assises mais vous êtes comme Dieu, parce que voilà, c'est l'homme tout-puissant en même temps, hein, c'est-à-dire que c'est sur ses épaules que repose le verdict. Aujourd'hui, on ne condamne plus à mort en France, mais on peut aller jusqu'à des perpétuités qui sont des peines évidemment qui sont d'exclusion. Et en France, en cour d'assises, c'est pas comme aux États-Unis où les jurés décident tout seuls. C'est pas comme dans 12 hommes en colère. En France, le président, donc cet homme que j'appelle Dieu, il est dans le jury final. Et évidemment, ses propos, ils influencent beaucoup les juges qui sont des citoyens qui ne connaissent rien à la justice. Donc c'est sûr qu'il a un pouvoir. J'ai filmé le pouvoir d'une façon très frontale, hein. Il n'y a pas beaucoup de plans très frontaux dans le film, mais là d'un coup j'avais la figure du pouvoir. Voilà. Donc je me suis un peu amusée avec eux, avec les juges. Voilà, de leur poser des questions un peu incongrues finalement, parce qu'ils ne l'attendaient pas celle-là. Hein. Et voilà. En même temps, j'ai voulu le filmer comme un homme,
Et j'ai voulu vous avez remarqué, j'ai filmé en fait toute la hiérarchie. C'est un univers complètement vertical. Donc du balayeur au fin fond de la souricière jusqu'au plus haut magistrat, j'ai voulu rendre compte de cette verticalité, donc dans le plus grand des désordres, en écho à ce lieu. Mais c'était important pour moi d'aller chercher chacun et de trouver pour chacun la bonne façon de le filmer. C'est un peu hétérogène hein, comme film, même dans son filmage. C'est là aussi un peu à l'image du palais qui est hétérogène. J'ai voulu aussi le faire comme ça pour être en écho au lieu lui-même. Et donc c'est vrai que j'attribue à ce président un certain traitement et puis un autre traitement à chacun dans ce palais. C'était juste l'avenir du bâtiment. Oui. Eh bien, une zone commerciale. Qu'est-ce que vous voulez que ça devienne d'autre ? Il y a un projet qui n'est pas encore définitivement validé parce qu'évidemment c'est très contesté, mais de créer un hôtel de luxe. Hein, on est au cœur de Paris. C'est un lieu magnifique. Vous avez des vues sur la Seine, justement. Donc, du côté de la police judiciaire, donc du 36 quai des Orfèvres, ça vous dit quelque chose, le 36 quai des Orfèvres sans doute, il a aussi déménagé. Il est parti le premier dans cette cité judiciaire qui est en train de se constituer. Donc, de ce côté-là, on aurait un hôtel 5 étoiles ou 8 étoiles, je ne sais pas, très très luxueux en tout cas. Et du côté où moi j'ai filmé, on aurait une galerie marchande avec des restaurants, des boutiques, des commerces, etc. Voilà. Il y avait une volonté d'en faire, il y a un projet qui a été d'ailleurs même exposé à la conciergerie, qui est un des autres espaces du palais, d'en faire une place Saint-Marc comme à Venise. Voilà. Donc un lieu de tourisme et de consommation. Enfin voilà, c'est complètement dans le reflet de nos sociétés. Hein. Qu'est-ce qui va rester du bâtiment ? Alors, normalement, justement, il y a beaucoup de... Enfin, le bâtiment lui-même ne peut pas être détruit parce qu'il est classé monument historique, évidemment. Donc, il y a des zones qui vont pouvoir être détruites pour mettre en valeur notamment la Sainte-Chapelle. Il y a des murs plus récents qui vont pouvoir être explosés. Pour le reste, tout va rester en place. Il y aura un petit musée, évidemment. Mais bon, le musée, ça ne rapporte pas assez d'argent. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on crée ces zones commerciales. Et les juridictions les plus hautes, et notamment la Cour de cassation que vous voyez avec ses dorures, va rester sur l'île de la Cité. Donc on aura une cohabitation un peu étrange et qui est encore à organiser, c'est pas encore fait, entre cette justice des sommets et le commerce et le tourisme environnant. Nous arrivons malheureusement déjà à la fin de la conversation. Une dernière question, je me permets quand même, parce qu'avant le film, vous avez dit, bon, l'image c'est important, évidemment, c'est un film, mais ce qui compte surtout, c'est le son. Et puis justement, on a fait le test son, etc. Donc peut-être un mot simplement encore sur ce travail de la piste sonore. J'avais envie qu'on entende le palais respirer, qu'on l'entende lui. Vous avez remarqué, il n'y a pas énormément de paroles, hein, il y a beaucoup de moments... où on a les sons simplement. Et pour moi, ça c'est très important parce que je trouve que par le son, on s'imprègne de cette atmosphère, on rentre, enfin je ne sais pas comment vous l'avez éprouvé, mais mon idée était vraiment que le palais nous parle finalement en fait. Parce que ce qui va se passer quand d'un coup le lieu va déménager, donc dans 2 mois, d'un coup ce qui va se passer c'est que le silence va tomber. Ça va devenir comme un caveau, comme une tombe. D'un coup, il y aura plus tous ces bruits, ces craquements, ces bruits de pas, ces portes. C'est ça qui fait la vie. C'est le son qui donne la vie. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'était... disons, c'est un des langages du film essentiel que juste cette ambiance sonore. J'y ai accordé beaucoup d'attention. Avec Denis Séchaud, on l'a beaucoup écouté, quoi, ce palais. Très bien, merci beaucoup. Le film va sortir en salle en mars en France et puis après en Suisse. Donc vous avez l'occasion d'aller le revoir, de dire autour de vous, d'aller voir Retour au Palais de Yamina Souta. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup.